Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons une jolie vallée des Vosges, dont la préservation doit beaucoup à l'engagement des bénévoles d'une association particulièrement active, aussi bien pour son patrimoine naturel qu'architectural. Ensemble, ils tentent de convaincre leurs concitoyens de la nécessité de préserver leur cadre de vie. Et la chose n'est pas simple. Nous sommes avec le président du GAC-Vie, acronyme de Groupement pour l'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-Paul Marc, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au siège du GAC-Vie à Liffol-le-Grand dans les Vosges. L'association que vous dirigez, Jean-Paul Marc, intervient dans la vallée de la Sonnelle, cette petite rivière de 22 km, affluent gauche de la Meuse, et qui prend sa source à Pré-sous-la-Fauche, à l'est de Chaumont, en Haute-Marne. Donc, le GAC-Vie a pour but de sensibiliser la population de la vallée de la Sonnelle et d'œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie, en organisant sur le thème de l'environnement des expositions de peinture, de sculptures, de photos, mais également un festibio et de la nature, des conférences, des randonnées découvertes, des chantiers de réhabilitation de sites, en éditant également une plaquette qui va sortir au 1er juillet par rapport donc au patrimoine historique et naturel de cette vallée. Jean-Paul Marc, combien de communes sont concernées par, on va dire, l'action du Groupement pour l'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale, le GAC-Vie? Combien de communes dans cette vallée de la Sonnelle? Et puis, le GAC-Vie, combien de divisions, aurait dit le général de Gaulle? Alors, en fin de compte, l'an dernier, on arrivait à faire travailler ensemble les 10 communes de la vallée. Et on a organisé donc une douzaine d'expositions, conférences, randonnées dans chaque village. Même des tout petits villages qui avaient 80 habitants, on arrivait à faire quelque chose de pas mal. Et on leur a présenté d'abord un peu l'historique, c'est-à-dire le côté patrimoine visuel. Et en fin de compte, on a eu des très très bons résultats, une participation de 2000 personnes à peu près. Parmi les actions que mène le GAC-Vie que vous dirigez, Jean-Paul Marc, figure celle en faveur des pollinisateurs, dont on sait qu'ils sont en danger. Peine perdue, les Japonais ont trouvé la solution. Alors il faut s'imaginer un minuscule quadricoptère avec des petits poils sur le dos qui vont attraper les grains de pollen dans une fleur pour inséminer une autre fleur, exactement comme le font les abeilles et les papillons. Alors si on s'inquiète de la disparition des pollinisateurs, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont indispensables à la reproduction de nombreuses plantes. Tiens, 80% des fleurs de la Saint-Valentin n'existeraient pas s'il n'y avait pas d'abeilles. Ah, ça c'est une bonne Eh statistique. bien, ces drones pollinisateurs pourraient prendre le relais là où il n'y a plus assez d'abeilles. Qui est derrière cette idée ? Les méga corporations qui empoisonnent les abeilles avec leurs pesticides ? Non, quand même pas. Hein. C'est une équipe de chercheurs japonais, mais ils en sont encore qu'au tout début de leur recherche. Leurs drones ne sont pas autonomes, par exemple. Hein. Ils doivent encore être pilotés à la main, ce qui est pas pratique. Mais le prochain modèle, lui, il aura un GPS, une caméra, et il pourra butiner tout seul dans les champs. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Je sens que vous allez réagir vivement aux propos d'Anissé Mbida tenus dans la matinale d'Europe 1 le 14 février 2017, Jean-Paul Marc. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que les Japonais, ça fait partie de l'Asie et en fin de compte, les Chinois n'ont pas fait mieux puisqu'ils sont obligés d'amener leurs dames dans le milieu des vergers. Il faut monter aux arbres et ils sont obligés de faire de la pollinisation avec elles sont très minutieuses. Enfin, c'est une histoire de fou pour parler français. Chez nous, on y arrive, puisqu'en fin de compte, on rencontre une suppression à peu près encore cette année de 50% des ruches dans la vallée. Et il n'y a qu'une seule solution, en réalité, c'est le problème de tout ce qui est pesticides. Il faut préciser, Jean-Paul Marc, que lorsqu'on parle de pollinisateurs, on ne parle pas que des abeilles Apis mellifera, cette espèce qui, elle, fabrique du miel. Oui. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pas que les abeilles, c'est tous les insectes qui participent à la pollinisation. Oui, tout à fait. Il faut reconnaître qu'au niveau de la pollinisation, on voit, en tout cas près de chez nous, ce qui est bourdon également, puis d'autres abeilles dites sauvages, et qui, heureusement, souvent, certaines sont dans les bois.
Ces forêts ne sont pas trop atteintes par rapport à la pollution, et ce qui permet d'avoir des essaims forestiers qui reviennent dans ce qui reste de la plaine. La plaine chez nous, on est en zone intensive, élevage et naturellement culture intensive. Ça veut dire, en dehors des produits très dangereux, ça veut dire également suppression de tout ce qui est haies, bosquets. C'est-à-dire qu'il y a un manque de nourriture pour les... Alors, il y a le manque de nourriture, un déséquilibre complet, les pesticides par-dessus. Il y a un petit peu également ce qu'on appelle les varrois, mais ça, il y en a toujours eu. Les abeilles... Le parasite qui vient se coller au corps des abeilles et littéralement les vider de l'intérieur. Tout à fait. Alors, ces acariens, donc, en fin de compte, ne sont pas... disons, trop dangereux à partir du moment que l'abeille a une nourriture équilibrée et non une mononourriture comme on a actuellement. Donc ils sont capables de se défendre, ils ont toujours été capables, mais à cette heure-ci, les animaux sont affaiblis par la nourriture, par également tous les traitements qui peuvent exister. Et en fin de compte, on a des conséquences catastrophiques au niveau de ce qui est apiculture, naturellement, mais de tout ce qu'il y a encore autour, parce qu'en fin de compte, on a un élément important aussi au niveau de la nourriture, c'est qu'on est passé de prairies qui se trouvaient dans les fonds de vallée, qui sont supprimées. Ces prairies sont naturellement retournées, elles sont en champs, traitées, et le peu de prairies qui restent, elles sont fauchées 3 voire 4 fois dans l'année, donc on n'a plus le temps de fleurir. Sans compter, Jean-Paul Marc, que eh bien, aujourd'hui, nous sommes tous investis par le béton vert que sont les gazons, ou même à la maison, les gens se croient obligés de faire propre, alors que finalement, tout ça, ce sont des garde-manger pour les insectes notamment. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que malheureusement, ils sont sensibilisés par le côté commercial, c'est-à-dire on les a incités à avoir des tondeuses, on les a incités à avoir des produits à tailler, etc., à tailler les arbres d'une manière peut-être trop importante. Et ce qu'il faut, c'est revenir un petit peu, sans que ce soit la forêt vierge, à des jardins où on laisse pousser par exemple l'herbe jusqu'au mois de juin, où l'herbe, bon là on a des fleurs, les fleurs elles sont butinées, et en fin de compte on n'a besoin de rien, ni d'engrais, ni de repiquer de l'herbe, parce que tout se fait normalement. Ni de travail. Ni de travail en plus. Et on n'investit pas d'argent. Jean-Paul Marc, le groupement pour l'amélioration du cadre de vie d'information environnementale, le GAGVI, intervient en faveur des pollinisateurs à travers des interventions dans les écoles, des expositions. Oui, tout à fait. Alors, on a régulièrement un certain nombre d'expositions où on sensibilise un petit peu le grand public. Et également, on intervient à tous les niveaux dans les écoles. C'est de la maternelle, en primaire, au collège. Dans une dizaine de jours, on a encore un groupe qui va venir, donc sur la zone humide que l'on a à l'extérieur du village. Et on arrive à sensibiliser quand même pas mal la population. Je dirais que les jeunes, on arrive bien. Par contre, quand ils rentrent à la maison, qu'ils disent à la maman, tu sais, j'ai goûté le miel que tu achètes en grande surface, il n'est pas terrible, hein. Alors, ouais, mais coûte cher. En réalité, je pense qu'il faut donner, vaut mieux qu'on mange des produits un peu moins, mais de qualité. Et il n'y a pas de comparaison possible. D'autant qu'en fin 2016, Jean-Paul Marc, vous avez obtenu, quand je dis vous, c'est le GAGVI, le coup de cœur du trophée du développement durable du Conseil départemental des Vosges. Oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, ils avaient tenu compte de nos interventions par rapport à tout ce qui était abeilles, entre autres, pollinisateurs en général. Hein. Mais donc, et le coup de gueule, après le coup de cœur, il y a le coup de gueule. Et en fin de compte, j'ai intervenu en disant c'est gentil de nous offrir un petit trophée, mais j'en dis, vous savez, il faut quand même prendre conscience que le canton de Neufchâteau est le canton le plus pollué du département des Vosges. Là, il y a un petit peu de silence dans la salle, personne n'a venu contester, c'est bien dommage. Par contre, j'ai quand même des gens qui sont sortis m'ont dit t'as bien fait de dire ce qu'il en est. Alors c'est vrai que on est peut-être la zone la plus polluée parce que c'est là qu'il y a le plus d'élevage et de culture intensive du département. Tout le long des 22 km de la Saunelle, depuis sa source en Haute-Marne jusqu'à sa confluence avec la Meuse sur la commune de Coussay, il y a des zones humides. Ce qui peut faire la richesse d'une zone humide, c'est ce qu'on appelle la mosaïque de milieu. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une roselière sèche, une roselière humide, des zones d'eau libre comme on peut voir ici, des zones de saulée, donc des peuplements de saules, carrément des plans d'eau, des mares. Enfin, c'est toute cette mosaïque de milieu qui est source de biodiversité pour les zones humides. Donc on estime en France
qu'à peu près 2/3 des zones humides ont disparu depuis les années 50. Ce sont des milieux qui jouent un certain nombre de rôles en termes de protection de la ressource en eau, grâce à la végétation présente dans les milieux humides et aussi aux micro-organismes qui sont présents dans les sols. Il y a divers phénomènes chimiques qui permettent à la fois la filtration et l'épuration des eaux. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était successivement Anne Dys, chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et Marie Lemoine, chargée d'études zones humides à l'Agence de l'eau rameuse, dans une vidéo réalisée en 2011 par le ministère de l'écologie. On dit maintenant ministère de la transition écologique et solidaire. Vous vous êtes personnellement investi dans la protection d'une zone humide de votre vallée de la Sonnelle, Jean-Paul Marc. Tout à fait, parce que tout à l'heure j'expliquais qu'on avait une suppression des prairies, donc automatiquement des zones humides, parce que lorsqu'ils passent en labour, il y a du drainage. Donc là, c'est un problème par rapport à la qualité de l'eau, pour la quantité de l'eau, et naturellement pour la biodiversité. Donc, sur une vingtaine d'années, j'arrivais à acquérir à peu près l'équivalent de presque 2 hectares. Quand vous dites vous, c'est vous Oui, personnellement. c'est à titre personnel. Le côté financier, oui. Mais par contre, je mets à disposition de l'association, mais l'investissement, c'est à titre personnel. Et on ne peut pas mélanger tout. Hein, voilà. Donc là, on a commencé, dans un premier temps, mettre en état la zone, c'est-à-dire était énormément sale, donc des déchets tout partout, etc. Forcément, c'est la notion de zone humide, donc inintéressant d'ailleurs. Les pré-misères, c'est pas Voilà, pour rien. ça porte son nom, Voilà. tout à fait. C'est culturel, ça, c'est une représentation à un moment donné. Oui, oui. Donc on les a récupérés, pourquoi ? Parce que c'était une zone que personne ne voulait. Autrement, avec la SAFER, je ne pense pas que ça aurait été pas facile en tout cas de récupérer. Cela dit, ces terrains, donc on les a en gros coupés en 3. Une partie accueil, parking, etc. Où on attend également le permis de construire depuis des années pour pouvoir mettre un bâtiment d'accueil, un minimum. Une autre partie où on a des mares pédagogiques, donc on a une très grande mare, 6 petites mares. Les petites mares sont pour les skis batraciens, etc. Et puis on a une 3e zone qu'on ne touche pas du tout. Et dans la partie, pour revenir à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où c'est qu'il y a des mares, à proximité, on a des animaux. Donc on a des chèvres, des ânes et des moutons. Donc d'abord, il faut entretenir cette zone. Et ce qui permet également, lorsqu'on a des groupes d'enfants, même d'adultes, parce qu'on en a et puis qui sont très intéressés par rapport aux animaux, il y a un contact également. Et on leur explique en 2 mots que nos animaux, on leur donne à manger, c'est-à-dire en hiver du foin de qualité, en été ils ont ce qu'il faut sur place, et puis c'est tout. En gros, il n'y a aucune intervention médicale puisqu'ils n'ont aucun problème. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent de la maison, ils ont un abri, ils ont ce qu'il faut, et c'est tout. Jean-Paul Marc, le GAGVI, le Groupement pour l'amélioration du cadre de vie d'information environnementale, ici à Liffol-le-Grand, ça fonctionne quasiment comme une espèce de centre d'initiation à la nature. Vous tenez un peu ce rôle-là. Et comment réagissent vos interlocuteurs, j'allais dire politiques, communes, peut-être communautés de communes ? Dans l'ensemble, les officiels réagissent peut-être par politesse, mais réagissent pas trop mal. Alors, quand on a éventuellement... maintenant, ça se passe pas mal. Il y a un temps où il y a eu des battements, parce qu'on était observés un petit peu comme des gens qui dérangeaient. Et on dérange toujours un petit peu, mais c'est pas grave. Et on arrive à coordonner des actions avec un ensemble d'associations, voire des politiques, puisqu'on a quand même des subventions du conseil départemental, de la Comcom, voire de la commune de Liffol-le-Grand. Malgré tout, vous en êtes encore à devoir. Tout à l'heure, vous parliez des abeilles et des pollinisateurs. On connaît aujourd'hui l'information, on ne peut pas y échapper. Là encore, vous êtes obligé de mener des informations sur l'intérêt des zones humides, Jean-Paul Marc ? Oui, alors, c'est très compliqué parce qu'en fin de compte, déjà, il faut que les politiques, en premier, prennent conscience qu'on part dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on avait une vallée qui était une vallée avec des prairies. On avait énormément d'élevage et puis on avait des cultures, mais dans une autre zone qui était un peu plus à l'écart de ce fond de vallée. À savoir qu'on a une nappe phréatique énorme dessous, mais maintenant la nappe a en surface des terres cultivées, donc une pollution qui se produit. Et ça, c'est très difficile, par exemple pour les zones que l'on veut protéger, de protéger toutes les zones qui sont agricoles. Et ça, c'est un problème. Certains agriculteurs, puisqu'on a la chance d'avoir 4 agriculteurs ou éleveurs bio dans la vallée de la Sonnelle, mais d'autres sont raisonnables et puis d'autres pas du tout. C'est un peu comme Trump avec
les accords de Paris, il y a les pays raisonnables et puis ceux qui le sont beaucoup moins? Quand il y a des problèmes financiers, dans certains cas, l'argent passe avant l'intérêt du grand public, passe avant la santé. Il n'y a malheureusement pas que pour les zones humides qu'il y a urgence. Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop, qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraîné. Des OGM à l'agent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde, je le domine, que son avenir, je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre $1. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni moral ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère, parce qu'à être la plus réputée j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité, sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto, que de la vie du monde et son avenir on est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Tout est dit, Jean-Paul Marc, dans cette chanson intitulée Monsanto, on l'aura deviné, du rappeur Colibri, paru sur l'album Maquette, sorti en 2012. Oui, naturellement, le problème des phytosanitaires, c'est quelque chose d'énorme, c'est un scandale sanitaire, mais il y a tellement d'argent en jeu, on ne touche pas au lobby, naturellement, et il va falloir qu'on réagisse, parce que le jour que ça va éclater, on va s'apercevoir que c'est catastrophique pour la santé, pour tout. Hein. En fin de compte, tout est touché, que ce soit ce que l'on mange, ce que l'on boit et ce que l'on respire. Alors, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont utilisés qui sont légaux, pas pour ça qu'ils sont bien, mais d'autres qui sont utilisés d'une manière un peu bizarre, soit parce qu'il y a trop de vent, soit parce qu'on mélange deux produits en même temps. Ce qui fait les fameux cocktails. Tout à fait, les cocktails sont très dangereux. Et je donne un exemple. Il y a certains produits, lorsque l'agriculteur les met dans son champ, il ne doit pas rentrer dedans pendant 48 heures. Ce qui devrait en soi déjà alerter. Oui, déjà, si on dit à 48 heures, vous ne rentrez pas dedans, il y a un problème.
Et le champ, c'est comme à Tchernobyl, ça s'arrête à la limite. Le chemin qui est à côté, où vous promenez avec vos enfants, celui-là, celui-là, il n'est pas atteint. Donc c'est très grave. Il n'y a aucun panneau qui indique que le champ a été traité. Donc à proximité, il ne faut pas y aller. Et là, déjà, on sait que l'agriculteur, maintenant, il va se déguiser en scaphandrier. Lui, il a compris, parce qu'ils ont eu des conséquences très graves au niveau des gens qui travaillaient, soit les salariés, soit eux-mêmes. Et donc, on les déguise. Par contre, si vous habitez à quelques dizaines de mètres du champ, vous êtes sur votre terrasse, vous n'avez rien pour vous protéger. Donc, il y a problème. Jean-Paul Marc, comment expliquez-vous, vous disiez tout à l'heure qu'il y a 4 agriculteurs bio dans la vallée de la Sonnelle. Comment expliquez-vous que, d'une part, la plupart des paysans sont devenus maintenant des agriculteurs, quand ce ne sont pas des agri-managers, soit, on va dire, tombés dans cet excès, on le sait aujourd'hui, de l'agrochimie, d'une part, et puis comment expliquer que certains, au contraire, des bio en particulier, prennent conscience, peut-être avant les autres, et choisissent une autre voie. Alors déjà, je prends l'exemple de ceux qui sont dans notre secteur. Ils ne sont pas passés d'une agriculture intensive à une agriculture, à part quelques-uns, ça commence. Mais les premiers, souvent étaient enseignants dans les lycées agricoles, etc. Donc, ils avaient une information et ils étaient beaucoup moins conditionnés, parce que c'est vrai qu'ils sont conditionnés, les agriculteurs, ils se sont fait enfariner en beauté et polluer en même temps. Et on les a embarqués dans un système où ils ne peuvent plus faire marche arrière, ils ont investi énormément d'argent, etc. Et résultat, lorsqu'il y a des manifestations d'agriculteurs, ceux qui sont en bio, on ne les voit pas. Eux, leur production, elle est vendue, ils produiraient 2 fois plus, ils pourraient vendre également. Donc il y a une demande énorme dans le bio. Et malheureusement, pour des raisons financières, tout le monde a une part de responsabilité. On a orienté ceux qui y sont actuellement hors bio à aller dans un mur, en fin de compte. Pour autant, est-ce que vous notez et vous observez une évolution depuis des années Est-ce que les bios qui aujourd'hui travaillent en vallée de la Sonnelle, Jean-Paul Marc, sont des néo-ruraux ou est-ce que ce sont des gens qui se sont convertis, selon l'expression consacrée? Et est-ce que vous sentez un frémissement de début de changement? Oui, on constate déjà qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui demandent à consommer des produits de qualité. Parce que, excusez-moi, mais ils mangent de la merde, en fin de compte, il faut dire ce qui est. Quand on regarde, alors si en plus de ça, les produits sont transformés, c'est la cata complète. Et on leur dit, mais le bio, ça coûte cher, etc. Alors, je donne un exemple sur de la viande qui va être naturellement un peu plus chère au départ, mais guère plus cher parce que grâce à des producteurs locaux qui vont créer également des emplois de proximité, on va éviter tout ce qui est intermédiaire, donc on va arriver à des prix tout à fait raisonnables. À condition qu'on soit en circuit court. À condition qu'on soit en circuit court, parce que ce qui se passe actuellement, les distributeurs de grandes surfaces commencent à s'orienter sur du bio, mais qui n'est pas toujours du bio français. Et là, les réglementations françaises sont plus sévères que celles qui sont en dehors de la France. Donc, déjà, il y a problème. Mais on revient sur notre viande. Prenons un simple steak, il reste à peu près la même grosseur lorsqu'il vient du bio. Il a réduit de moitié, et puis la qualité... Non, pardon pas. Le GACVI que vous dirigez, Jean-Paul Marc, ne s'intéresse pas qu'au patrimoine naturel. Depuis 20 ans, la vocation de la Fondation du patrimoine, c'est d'être un acteur de terrain qui permet auprès des porteurs de projets de restaurer, de préserver le patrimoine local et de le transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures pour qu'elles connaissent ce patrimoine. La Fondation du patrimoine a soutenu 25 000 projets sur l'ensemble du territoire, ce qui correspond à plusieurs milliards d'euros de travaux qui ont été engagés par la Fondation et par les acteurs de terrain, et puis ce qui a permis aussi de préserver et de conserver des emplois locaux dans le domaine de la restauration des bâtiments anciens. Nous avons plusieurs moyens d'aider les porteurs de projets. S'agissant des collectivités locales, des communes en particulier, nous avons un outil qui s'appelle le mécénat populaire, qui est en fait une souscription lancée pour le compte de la commune et qui permet de récolter de l'argent. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La Fondation du patrimoine a en effet été créée par la loi du 2 juillet 1996 sur le modèle du National Trust britannique et a vocation à défendre et à valoriser un patrimoine en voie de disparition non protégé par l'État.
Et c'était François-Xavier Bieuville, directeur de la Fondation du patrimoine, dans un reportage diffusé en septembre 2016 dans l'émission Télématin sur France 2. Avez-vous déjà bénéficié du soutien de cette fondation, Jean-Paul Marc ? Alors, notre association, non, mais on travaille avec une autre association paroissiale qui, elle, a un calvaire qui est actuellement justement en rénovation et qui profite donc des avantages de cette association du patrimoine. Fondation, autant pour moi. Vous, au GAGVI, Jean-Paul Marc, vous êtes intervenu pour la préservation d'une chapelle. Alors tout à fait. Donc on a un site qui s'appelle le site de la chapelle du Bois-le-Comte. Et là, on a intervenu pour deux choses. À côté patrimoine historique, la chapelle est à l'abandon depuis des années. Et également par rapport à son environnement où on a une pelouse calcaire qu'on a mis en valeur. Donc lorsqu'on a repris, la chapelle était en mauvais état. On a fait donc rénovation plusieurs années de suite. Et on a également aménagé toute la partie environnementale, c'est-à-dire toute la pelouse calcaire, fauchage tardif, etc. Et donc on est passé de 2 variétés d'orchidées à 8 variétés actuellement. Quand vous dites « nous », Jean-Paul Marc, c'est qui ? C'est les adhérents, les membres du GAGVI. C'est vous qui faites tout ça, et évidemment bénévolement, j'imagine. Oui, tout à fait. On a une bonne douzaine, une quinzaine de personnes qui interviennent sur différentes manifestations ou actions que l'on fait. Et on travaille également avec beaucoup de bénévoles qui viennent occasionnellement. Par exemple, une petite entreprise est venue pour aménager le chemin. Donc la personne est venue avec son bulle pour planifier le chemin sur 200 mètres qui permet aux piétons de pouvoir passer de manière sécurisée en fin de compte, parce qu'il y avait des ornières qui faisaient 30 cm. Donc, voilà. Mais on a par exemple une personne qui vient également faire du fauchage tardif fin août, début septembre. Est-ce qu'il est normal et naturel, Jean-Paul Marc, que finalement, tout à l'heure vous parliez des agriculteurs qui polluent par leur phytosanitaire, quelles que soient les raisons, c'est pas le débat, mais néanmoins, eux vivent de ça, à défaut peut-être de s'enrichir, mais finalement, ça détruit la nature et la préservation du patrimoine aussi bien historique et naturel est assurée par des bénévoles. D'abord, il n'y a pas trop de solutions, puisque si les bénévoles n'y vont pas, pour l'instant, financièrement, personne ne va intervenir. Donc, une opération comme la chapelle a coûté 0 centime à la société. Les lieux ne nous appartiennent pas. Le diocèse a mis à notre disposition ces lieux et on a investi dedans. Et on a un résultat, parce que pour la population, c'est un lieu qui est très intéressant parce que ça leur rappelle leur jeunesse. C'est un endroit où on allait faire un peu de luge, c'est un endroit où on se côté amoureux un petit peu. Et puis l'autre personne allait carrément à la messe, puisqu'une chapelle c'est fait pour ça aussi. Et on a une fréquentation qui s'est refaite depuis, parce que le chemin permet d'y aller à pied. On a fait un fléchage, etc. Et ce qui permet également aux citoyens de se sentir responsables. Et en fin de compte, en rentrant dans des actions, ils se sentent responsables, ils disent voilà, on va essayer de faire ça. Et ils partent pour d'autres actions ensuite. Et globalement, la population réagit assez positivement. Et c'est peut-être une manière d'agir en arrivant par le bas et non de parachuter quelques personnes qui viennent sensibiliser la population. Mais là aussi, est-ce que sur le terrain, est-ce que vous observez un intérêt grandissant de la population pour son patrimoine ? Parce qu'après tout, c'est le patrimoine naturel et historique de la population localement. Ouais. Est-ce que vous observez des gens qui spontanément viennent, je ne sais pas, adhérer par exemple au GAGVI ? Après tout, ce serait possible. Alors, en fin de compte, l'association localement n'a pas d'adhérents. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe de gens qui font des manifestations, qui viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, et dessus, ils se greffent action par action des gens. Donc ils savent que lorsque on fait une action de réhabilitation, par exemple prochainement d'une ancienne abbaye, il va falloir nettoyer un petit peu, il va y avoir des gens qui vont venir pour ça. Et puis on ne les verra pas pendant peut-être 6 mois, et ils vont revenir sur une autre action. Et ils ne se sentent pas embrigadés en tant qu'adhérents sur une association. Et ils y vont en fonction de leur intérêt personnel. Mais pas financier. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que beaucoup de nos concitoyens participent la semaine à la destruction de la nature, mais aiment bien s'y promener le dimanche. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. Rassurez-vous, amis auditeurs, votre radio fonctionne correctement. Ce petit message juste pour signifier ce qu'il se passe après le passage du gyrobroyeur en pleine nature. C'est ce que vous avez tenu à dénoncer, Jean-Paul Marc. Oui, tout à fait. Déjà, il y a 2 ans, on a donc, naturellement, c'est nécessaire d'aller nettoyer sous les lignes à haute tension, mais il y a des réglementations, il y a des périodes, et on a une entreprise, un prestataire de ERDF, qui a fait un peu n'importe quoi. Et l'an dernier, il y a 2 ans, donc on a déjà réagi, et il y a quelques semaines, ces gens sont repassés. Alors, un exemple, ils ont, sur une zone qui est classée ENS, Espace naturel sensible. Oui, et qui va être classé en Natura 2000, sur 20 mètres de large, sur 80 mètres de long. Ils ont, mais c'était le désert. Ils ont littéralement labouré le terrain. Donc, ce qui n'est pas logique, déjà, parce que ça se passait dans une période, logiquement, après le 1er avril, on ne peut pas passer parce qu'il y a des nids un peu partout. C'est dans la zone qui est quand même sauvegardée. Et ils ont détruit des dizaines de nids. Ça veut dire qu'il y a des centaines d'oisillons qui ont été pulvérisés tout vivants dans la machine. La preuve, c'est que le soir même, il y avait 3 renards qui ont passé au moins 2 heures à grignoter ce qu'il y avait comme dégâts. Et alors là, c'était simple d'accès. Ils ont fait un travail de cochon pour les Français. Et en amont, où c'était difficile d'accéder, ils ont laissé des haies à 3 voire 4 mètres de haut. Donc il y a problème. Donc là, il y a une intervention de différents organismes, différentes associations, dont le Conservatoire des sites lorrains. Hier, j'ai reçu donc un courrier du Conservatoire qui donc intervenait de manière très très franche par rapport à la situation. Ça ne va pas rester là. C'est une première action par rapport aux zones protégées, par rapport au conservatoire, mais nous, dans un deuxième temps, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut également protéger toutes les zones des particuliers où on rentre un peu n'importe comment, on fait un peu n'importe quoi, au nom de nettoyer sous les lignes. On peut nettoyer, mais être en sécurité et que ce soit propre. En même temps, Jean-Paul Marc, on peut s'étonner finalement du choix, parce que j'imagine que c'est un prestataire désigné par le RDF qui a depuis changé de nom, mais on peut s'étonner qu'en 2017, cette instance nationale, cette entreprise nationale, en soit encore à confier de tels travaux, de tels prestataires. Qu'est-ce qui se passe ? En fin de compte, là, ils ont des contrats sur plusieurs années. Donc d'après un courrier que j'ai reçu également de RDF, ils vont faire des réunions pour un peu bien préciser ce qu'il y a à faire ou pas faire. Bon, je pense que le prestataire là, il a peut-être intérêt à se tenir à carreau, parce que s'il perd le marché, il ne trouvera pas drôle. C'est une manière aussi de pression qu'il faut faire, sachant qu'ils ont un travail à faire, tant de mètres carrés, etc. Alors, on prend les mètres carrés qui sont les plus simples, à plat, etc. Donc, c'est où on peut accéder facilement, voire couper de l'herbe. On ne voit pas tellement l'intérêt. L'herbe, elle ne monte pas à 6 mètres de haut. On n'est pas dans la savane. Et, dans la savane, elle ne fait pas 6 mètres non, même pas, tout à fait. Et puis, on laisse ce qui est un peu compliqué, on laisse de côté. Donc, ça ne va pas du tout. Est-ce que, Jean-Paul Marc, il n'y a pas aussi un problème finalement à la fois culturel et d'éducation culturelle, parce que, on en est encore à l'idée qu'il faut faire propre dans la nature, on l'évoquait tout à l'heure avec les gazons, et puis finalement un problème de formation. Il est probable que les gens qui sur le terrain ont fait ces travaux, tout simplement ignorent les questions d'écologie. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être là, je dirais presque un créneau à prendre que le GACVI, par exemple, que vous dirigez, que vous présidez, puisse former ces gens-là? Alors nous, non, mais je pense que RDF, donc, qui est quand même eux qui embauchent les prestataires, donc sur les marchés, il faut préciser exactement ce qu'il en est, les périodes, les zones qu'il faut sauvegarder et rentrer plus en détail. Alors c'est vrai que le personnel, souvent, c'est pas de leur faute. Il y a deux chefs qui font ça. Et eux, par contre, ils sont au courant. Mais les autres, naturellement, on les lâche dans la nature. Et puis, vous faites du propre, nettoyer, terminé. Vous avez tant de temps pour faire ça.
Vous allez sur les zones les plus faciles accessibles. Celles qui ne sont pas accessibles, bon, on ira un peu plus tard, et puis voilà, c'est un peu ça. Est-ce que le Gagvi aujourd'hui en vallée de la Sonnelle est un peu le gardien du temple, Jean-Paul Marc? On sait que vous veillez au grain? Alors, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est peut-être pas gardien du temple, mais on a des antennes dans tous les villages. Et on a des gens qui soit interviennent directement en disant attendez, il y a ça, ou quand le dossier est un peu compliqué, ils viennent nous voir et ensemble, avec par exemple l'association APPMA, avec le conservatoire, on intervient. Et en fin de compte, on sert de relais à des organismes qui sont peut-être plus écoutés que nous, naturellement, à certains niveaux. Par contre, on sait que maintenant, lorsqu'on met notre nez là-dedans, ça ne plaît pas toujours. Jean-Paul Marc, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne pratiquez pas la langue de bois. En Espagne, panga from China, ananas Guatemala, acheté au prix les plus bas. Ça fait le tour de la planète avant de finir dans l'assiette. Une petite cure aux additifs pour les rendre très addictifs. 208, 209, moi ça me fait un effet bœuf. L'aspartame c'est le coup de foudre Et un peu de sucre à poudre. Je me fais dorer la pilule sous le tropique du cancer. Dans mon bide la canicule, je rayonne été comme hiver. Allez, on rentre dans les cuisines et je veux du frais pour nos babines. Les traders et la chimie, pas dans ma gastronomie. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Retrousse tes manches, y a du boulot. Tout le monde à table, c'est l'heure de mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. Des pleines bouchées de plaisir en boîte, un peu de pinard au sulfate, un peu d'ail, des aromates, je digère au bicarbonate. Tiens, c'est sympa ce nouveau goût, c'est du chat ou c'est du gnou. D'où ça vient, c'est le casse-tête, c'est pas marqué sur l'étiquette. Bravo au resto sans cuisine, où on réchauffe des plats d'usine. Non mais de qui on se paye la tête, quand les chefs vendent de la danette. Au pays de la gastronomie, et des petits plats à mamie. Ils pensent plus à leur porte-monnaie qu'à te faire bouffer des produits frais. Allez, on reprend les champs avec nos pics et nos fourchettes. C'est la Bastille des paysans, qu'on puisse bouffer dignement à la maison ou au resto. Fini le micro-ondes des métros, remettez-vous au fourneau. Tout le monde à table, c'est l'heure de mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. C'est exquis. C'est extra. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Tout le monde à table, c'est leur mettre son tablier. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. Tout le monde à table. Oh, 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 oh. Tout le monde à table. Tout le monde à table. Pa, 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 pa. Cuisiner, c'est résister. À table. Cuisiner, c'est résister. Durablement vôtre, Eric Mutschler. L'Homme Parle est un groupe 100% indépendant de 8 musiciennes et musiciens qui a créé son propre label, Activiste Musique, son propre studio d'enregistrement à Nîmes et gère lui-même l'organisation et la promotion de ses tournées. Un groupe pour le moins engagé, comme ici avec le titre À table, paru sur l'album En avant, sorti en 2013. Vous aussi, Jean-Paul Marc, vous êtes un homme qui parle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour des raisons professionnelles, j'étais payé à ce moment-là pour enseigner, donc il fallait parler. Parce qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, mais quel était votre métier, Jean-Paul Marc ? On a fait beaucoup de sécurité routière pendant 35 ans, et j'en fais encore, mais d'une manière bénévole, actuellement. Décidément. Oui, mais on ne peut pas s'arrêter. Et puis vous avez aussi un long parcours associatif, Jean-Paul Marc.
Oh, j'ai commencé assez jeune, oui. Beaucoup de sport, énormément de sport, à partir de 10 ans, et en basket surtout. On travaillait beaucoup de sport aussi, mais différents sports, mais surtout du basket. 10 ans jusqu'à 43 ans à peu près. La première formation que j'ai faite en basket, c'était à 16 ans. Et puis de là, ensuite, j'ai pris des responsabilités sur le comité des fêtes. Et puis on a créé, quand j'avais 24-25 ans, une MJC, donc qui a tourné assez bien. J'étais directeur pendant une paire d'années. Et puis pour des raisons justement d'indépendance, on a recréé une autre association en 1977. Et puis j'ai dû arrêter dans les années 88-89, je crois. Donc là, on avait beaucoup d'adhérents, on avait 400 personnes à peu près, on est arrivé à ce niveau-là, sur une commune de 2400 habitants. Donc on travaillait beaucoup avec les villages autour. Et puis ensuite, également en même temps, j'ai travaillé sur le Téléthon, on avait coordonné sur une centaine de villages. Donc là, ça s'est très bien passé parce qu'en zone rurale, on avait fait des actions, on avait tout petit village, il y avait 40 habitants, il y avait des manifestations, et on arrivait justement ensemble à faire masse. Pour autant, là, Jean-Paul Marc, vous nous parlez surtout d'un engagement dans le domaine à la fois associatif et puis socioculturel, scientifique avec le Téléthon. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous amène à vous investir, à créer le groupement pour l'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale, le GAGVI, ici en Vallée de la Sonnelle, et votre intérêt pour la nature, d'où ça vous vient? Alors, en fin de compte, il y a eu des débuts très tôt, dans les années 77-18, où on avait commencé, dans le cadre des MJC, à rassembler, par exemple, c'était tout nouveau, tout ce qui était verre. Donc on avait des conteneurs de verre, etc. Au début, on faisait nos ramassages pour essayer de sensibiliser. Alors ça a commencé par ça, ça a continué par d'autres actions progressivement. Et puis la vie fait que on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a plein de gens qui sont malades, qui ont des gros problèmes de santé dus à des pollutions. Alors, on a eu des pollutions quand l'IFOL était cité du Bois, où il y avait énormément de gens, et on a eu des problèmes de pollution dus à ce qui est vernis, ce qui est colle, et ce qui est poussière du bois. Donc il y a quand même des personnes qui sont décédées, des centaines de personnes, je dis bien, des centaines, dues à ces problèmes de pollution. Et puis, ensuite, on a une évolution dans le domaine agricole qui a fait que le relais il a été fait. On n'avait pas besoin de faire un relais, mais malheureusement, il a été fait. Et là, on a à nouveau vu, alors en apiculture, j'en fais depuis longtemps, et on s'est aperçu qu'il y avait une catastrophe au niveau de l'apiculture. Et on sait très bien d'où ça vient, en fait. On peut dire que c'est une prise de conscience progressive chez vous aussi? Oui, en fait, compte, elle a été... j'ai pris conscience de la situation très tôt, mais ça s'est aggravé vu la situation aussi. On a suivi la situation qui actuellement est catastrophique dans nos zones. Ça veut dire aussi, Jean-Paul Marc, que finalement, ça laisse un peu d'espoir. C'est-à-dire que la frange de nos concitoyens qui ne sont pas encore conscients peuvent l'être ou peuvent le devenir. Oui, tout à fait, c'est un peu notre but. C'est de dire, voilà, il y a des problèmes, voilà ce qui se passe, on sensibilise les gens, on leur dit, mais c'est pas par hasard que vous avez des cancers partout, c'est pas par hasard qu'il y a des problèmes respiratoires, c'est pas par hasard que vous avez des problèmes d'allergie, entre ce que vous respirez, ce que vous buvez, ce que vous mangez, et là vous trouvez la plupart de vos problèmes. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean-Paul Marc, président du groupement pour l'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale, le GAGVI dans les Vosges en Vallée de la Sonnelle, c'est le moment de votre choix. On écoute. Pourquoi est-ce que le contenu de tous les médias, de toutes les émissions, de toutes les présentations se ressemble? Là, on va vous faire un panorama du système structurel et de pourquoi est-ce que 10 milliardaires, une grande famille de 10 milliardaires, a la main mise sur, en fait, quasiment tous les titres de presse, de radio et de télé. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans ce jeu jusqu'à contrôler quasiment toute notre journée médiatique qu'on peut passer, ou vous ou moi? Et pourquoi ils font ça? C'est pour gagner de l'influence.
Et de l'influence, ça a une importance pour leurs clients ou pour leurs partenaires privés, mais surtout, ça a une importance pour l'État. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est tout à fait rationnel de la part de ces grands milliardaires de racheter tout notre paysage médiatique et de nous servir cette soupe indigeste tous les jours pour conserver de l'influence et avoir des leviers d'action sur l'État et les décideurs politiques. Toute cette mainmise des milliardaires sur nos médias, sur nos informations, on va vous le présenter comme une prise en otage de l'intérêt général au nom d'intérêts particuliers de grands groupes milliardaires. Le propos de Ludo Torbet, l'un des membres du vidéoblog Osons Causer, dans une vidéo intitulée « Médias, pourquoi 10 milliardaires contrôlent notre information ?» postée sur le site osonscauser.com en septembre 2015 pour illustrer votre coup de gueule, Jean-Paul Marc. Oui, alors c'est vrai qu'on travaille avec les médias locaux, c'est-à-dire écrits, télévision également, mais c'est des impacts au niveau local et relativement limités. Alors, sachant quand même que si on veut faire des informations qui iraient au niveau national, c'est relativement bloqué. C'est-à-dire que nos gens qui débarquent de Paris pour faire éventuellement un reportage soient étonnés quand on leur dit mais ce qui se passe dans les zones rurales. Ils pensent que d'abord, ils vont voir de loin, ils pensent qu'on en a encore avec des vaches qui se battent dans les rues, ils pensent que les vaches elles sont sur des prairies, et actuellement nos vaches elles sont naturellement dans des usines à vaches. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais c'est parce qu'on ne leur explique pas que sur les emballages, ce qu'ils voient sur les emballages ne correspond pas à la réalité. Voilà, ce qui montre la photo qui est sur le produit ne correspond pas. Et globalement, je pense qu'il faudrait, on en a de temps en temps, mais qu'au niveau national, qui passe des informations beaucoup plus importantes et plus graves en expliquant qu'il y a des centaines de personnes dans le monde agricole, en particulier sur les premières victimes, et malheureusement, ne sont pas toujours reconnues par la MSA. Et donc, au niveau maintenant des riverains, on sait très bien que les riverains ont des gros problèmes. Et on venait à la campagne vivre de l'air et respirer de l'air pur, et ce n'est plus le cas actuellement. Donc, il faut impérativement... C'est même vrai pour les abeilles qui se portent aujourd'hui mieux en ville qu'à la campagne. Tout à fait, ouais. Donc là, je pense qu'il faut impérativement qu'au niveau des médias, mais c'est vrai qu'ils ont des pressions, parce que les annonceurs ce sont des gens qui vendent des produits. Et en fin de compte, s'ils commencent à faire des enquêtes un peu contradictoires, il est évident qu'ils vont perdre des annonceurs. En gros, c'est ça pour une bonne partie des médias. Mais il y en a quand même qui poussent le bouchon un peu loin quand même, mais pas encore assez loin. Et puis, il y a des émissions comme Durablement Vôtre qui, bien sûr, donnent la parole tous les jours et régulièrement à des acteurs, aux actrices et aux acteurs de développement durable en Lorraine, dans le Grand Est et ailleurs. En même temps, Jean-Paul Marc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une responsabilité de la part des acteurs, justement, de la protection de la nature en particulier, qui ne sont pas toujours des champions de la communication? Alors, c'est évidemment pas votre cas, puisque vous êtes aujourd'hui au micro de Durablement Vôtre, mais... pour le vivre au quotidien, on a des fois du mal à rencontrer des gens parce qu'on n'ose pas parler dans le poste, parce qu'on trouve que la communication, c'est du temps perdu. Et puis pendant ce temps, justement, ceux d'en face, pour parler un peu crûment, s'engouffrent dans la brèche et occupent tout l'espace public. Oui, alors c'est pas faux. Si on regarde, par exemple, on prend au niveau agricole, il y a le salon de l'agriculture, il y a une façade qui c'est de l'hypocrisie complète. Bon. On montre les belles bêtes, etc. Lorsqu'on voit dans quelles conditions ils vivent, c'est une chose. Alors, il est vrai que certaines associations militent, très bien. D'autres essaient de faire un petit peu leur sauce, mais il faut donner de la formation. Alors, c'est vrai que ce soit l'écrit, que ce soit les radios, que ce soit la télévision, il faut impérativement, au niveau local, qu'elles puissent passer beaucoup plus, qu'elles soient plus écoutées ou regardées, ou lues, suivant les cas. Et donc, elles peuvent nous servir de relais, elles peuvent nous aider à passer la formation au grand public. C'est pour ça qu'on fait des expositions, c'est pour ça qu'on intervient de tout ce qu'on peut. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain moment, les gens commencent à comprendre. Mais au niveau national, c'est sûr que ça n'a pas répercuté. Et c'est là qu'il y a le problème. Bon, c'est très bien que, au niveau national, ceux qui tiennent les rênes, c'est les mêmes qui font les produits, qui les vendent et qui... Voilà, c'est ça, Loïc. Et là, il faut prendre du temps, il faut essayer de faire de la pédagogie
C'est pour ça qu'au niveau de tout ce qui est jeune, que ce soit d'école maternelle, primaire ou collège, on intervient et on essaye de justement les sensibiliser. Quant aux adultes, on y arrive, mais tout doucement. Ici, pour redresser un arbre tordu, c'est dur. C'est peut-être plus tellement l'enjeu. Finalement, les enjeux, c'est peut-être les jeunes pousses, Jean-Paul Marc. Comment voyez-vous l'avenir? Alors, on a évoqué tout à l'heure le nouveau ministère, et notamment à sa tête le ministre d'État, Nicolas Hulot. Votre analyse sur cette nomination, et pensez-vous qu'il aura les coudées franches pour mettre en œuvre finalement ce qu'il réclame à corps et à cri depuis de très nombreuses années? Sincèrement, nous, on ne prend pas de position politique. On amène une action, on fait une action, on amène des sujets, etc. La question n'était pas tellement politique que ça. Tout à fait. Alors maintenant, Nicolas Hulot, je ne sais pas comment il va intervenir, je ne sais pas quelle est la largeur d'action, si l'éventail va être très large ou pas, s'il va pouvoir arroser, je ne sais pas. Il faut qu'on regarde ce qui se passe et puis constater ce qui est bien ou pas bien. Mais il est évident qu'il faut impérativement, au niveau local, accrocher les politiques, que ce soit au niveau du conseil départemental, au niveau de la région, avec qui on travaille. On a des gens qui viennent, et au niveau naturellement national, donc députés, sénateurs. Et ça, c'est autre chose. Oui, et puis je pense qu'il faut préciser qu'au niveau politique, il faut quand même qu'il y ait une barrière entre les responsables politiques et les responsabilités qu'ils avaient au niveau économique avant. On ne peut pas tout garder. On ne peut pas être responsable d'un conseil d'administration, on ne peut pas être responsable au niveau d'un syndicat. On peut pas, je pense qu'on a une raison, on représente toute la population et il faut savoir mettre de côté ces responsabilités économiques qu'on avait auparavant. Merci Jean-Paul Marc pour cet entretien. Merci d'avoir pensé à notre association. Puis je vous donne rendez-vous à une prochaine. Avec plaisir Jean-Paul Marc. Je rappelle que vous êtes le président du groupement pour l'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale, le GAGVI, une association qui œuvre pour la protection du patrimoine naturel et historique de la vallée de la Sonnelle, dans les Vosges. Pour en savoir plus, soutenir les nombreuses actions du GAGVI ou tout simplement y participer, rendez-vous sur votre site à l'adresse GACVI, ça s'écrit G-A-C-V-I-E, gacvi.canalblog.com. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.com. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.